La réparation des groupes thermiques, c'est des groupes de pratiquement de 20 à 60, 40, 15, 7 mégawatts. Pour leur réhabilitation, ça demande du temps. Il y a eu un état des lieux. Il y a certains groupes d'abord qu'il faut reconnaître. EDG n'est qu'un exploitant. Donc il y a des groupes qui sont gérés par des Turcs. Quand il y a eu incendie, il y a eu des centrales qui ont été affectées, certes. D'abord, c'était par rapport à la provision en HFO, parce qu'il n'y avait plus de dépôt où il fallait mettre le HFO. Ceux qui ont été affectés, la plupart ont été récupérés. Mais aujourd'hui, je vous dis que les premières centrales d'EDG datent de 2012. On est en 2024. Ça fait combien d'années? Les centrales ont une durée de vie, nombre d'heures pour la maintenance. Certes, à EDG, parfois, il se trouve que cette maintenance n'est pas respectée. Cela peut être dû à plusieurs facteurs. Pour procéder à une maintenance, il faut avoir un retour sur investissement qui te permet de faire face. C'est comme un véhicule. Si vous avez un véhicule aujourd'hui, le transport entre ici et Kindia, ça coûte 10 000 ou 50 000 francs par personne. Et quand vous avez 6 passagers, vous partez, vous revenez, à la fin du mois, vous faites votre entretien. Mais si le véhicule, on vous impose que le transport par personne, c'est 15 000 ou c'est 10 000, à un moment donné, vous allez continuer à rouler avec la voiture sans procéder à l'entretien. Et au final, le véhicule va s'arrêter. Donc parfois, EDG est confronté à des situations, difficultés économiques qui ne permettent pas de procéder à l'entretien. Ça, c'est des questions opérationnelles que nous sommes en train de corriger au niveau d'EDG. Maintenant, concernant les 2 barrages, en fait, il faut que les gens sortent des inventions. Aujourd'hui, les défis auxquels nous faisons face, c'est les défis hydrauliques. On n'a pas... le changement climatique fait partie des réalités. Ce n'est pas que le barrage... Vous avez vu une fissure ici. On a fait le tour des turbines. Les groupes qui sont arrêtés, ils ne sont pas arrêtés parce qu'il y a une pièce qui est en panne. Les groupes sont arrêtés parce que tout simplement, le niveau d'eau ne permet pas aujourd'hui de faire tourner. Et dans aucune communication, à mon avis, à moins que je me trompe, dans aucune communication de la part d'EDG, où c'est écrit quelque part que par défaut des centrales thermiques ou des centrales hydrauliques de Soapetic à l'État. Toutes les communications, c'est écrit, c'est le niveau d'eau qui est bas. Les centrales sont construites, la puissance des 2 barrages, c'est 690. Si on a suffisamment d'eau demain, vous verrez que si la cote remonte à 200 ou à 190, 193, jusqu'à 200, vous verrez qu'ils vont encore faire tourner le plus de turbines qu'il faut. Donc sur cette question, on fait face à un déficit hydraulique aujourd'hui qui fait que nous sommes dans cette situation. Donc, vous ne soyez pas dans la vidéo. Je préfère que vous êtes venu ici, c'est pour comprendre. Si vous avez votre compréhension de la chose, il est aisé pour vous d'expliquer. Mais si vous n'avez pas votre compréhension, quand je fais le résumé, ça ne servira à rien. Comme vous le dites, vous avez une communauté avec une manière de communication. Ma communication sur votre page n'aboutira à rien. Mais votre communication avec votre communauté qui vous suit portera certainement fruit. Donc quand vous dites à quelqu'un aujourd'hui que la puissance estimée, le besoin à Conakry est de 638 MW à la pointe et qu'aujourd'hui on n'a pas les 638, on a un déficit de près de 350 à 300 MW. Qu'est-ce qu'une personne comprend en mégawatt? Lui, il veut juste l'électricité. Il veut l'électricité. Mais pourquoi on n'a pas l'électricité? C'est l'explication dont les gens ont effectivement réellement besoin. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, quand vous dites qu'il pleut à Conakry, et si cela a un impact sur... c'est vrai, j'entends souvent ça aussi. Quand il pleut 2 jours, toute la nuit d'avant-hier à Conakry, il a plu. Même il y a eu une inondation à Dubreka. Mais sauf que, en vous renvoyant la question, je vous dirais, le maïs est beaucoup plus mature à Kindia. Souvent dans la zone ici, c'est à Kindia où le maïs vient beaucoup plus rapidement. Mais dans la zone de Kankan et autres là, est-ce qu'au mois d'août ou septembre, pardon, le mois de juillet, août, tu vois du maïs à Kankan? C'est comme la mangue. La mangue, à partir du mois de janvier, février, vous avez la mangue dans certaines localités. Pourtant, c'est le même soleil qui invitait tout le monde. Ou bien il y a 3 soleils. Il y a un soleil pour la Haute-Guinée ou un soleil pour la Moyenne-Guinée. Non, c'est le même soleil qu'on a partout. Malheureusement, il fait chaud par endroits que d'autres milieux. Donc, la pluie, quand il pleut à Conakry, ça ne veut pas dire que forcément, c'est la même pluie qu'on a ici à Soapetic à l'État. Ne voyez pas cette zone pour vous dire que le niveau d'eau que vous voyez, le lac que vous voyez, l'étang que vous voyez, que c'est l'eau de pluie qui viendra ici, là, qui va remplir ça. Non, c'est des milliards de mètres cubes. Les apports viennent d'en haut. Les apports viennent d'en haut. Vous avez des rivières, vous avez des fleuves. Donc quand les apports arrivent, on est ici. Qui n'a pas eu chaud au niveau du barrage? Il fait très chaud là-bas. Donc il y a beaucoup d'activités qui se tiennent dans la zone. Vous avez vu l'image de la déforestation. C'est même à côté du barrage, il y a des gars qui font du charbon là-bas. Donc maintenant, derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Donc la pluie à Conakry,
n'a pratiquement rien à voir avec ce qui s'est passé. Quand il pleut à Conakry, on dit on rentre dans la saison des pluies. Mais généralement, vers les Kindia, en amont, il pleut beaucoup plus vite que Conakry. La pluie commence très tôt à Kindia que la zone de Conakry. Mais malheureusement, il y a plusieurs facteurs. Quand il pleut, vous avez des rivières qui sont là aujourd'hui. L'une des difficultés, si ces rivières ne sont pas draguées ou ces fleuves ne sont pas dragués, la quantité d'eau, c'est comme quand vous avez un trou. Ici, vous avez là, ça c'est un trou que vous voyez comme ça. Ça c'est le nid du fleuve. Si on ne la drague pas, sur le continent, ce qui va se passer, il y aura ensablement. Quand il y a ensablement, le volume d'eau, si c'est dragué, c'est au fond. Mais quand le sable monte, finalement, l'eau qui va arriver va se déverser sur le continent. Donc il y a une perte d'eau qui devait aller normalement quelque part où on en a besoin. Donc la pluie à Conakry annonce l'arrivée de la saison des pluies. Mais il peut pleuvoir à Conakry pendant 14 jours. Ça n'a aucun impact sur la situation au barrage ici. Aucun. Donc dire que non, mais je vois ça sur les réseaux sociaux. Ah, il a plu hier, hein, et l'eau là ne peut pas remplir le barrage. Non. Pour répondre à votre question, oui. Avant même que soit Petit Caleta ne soit en marche. Et quand nous sommes venus au pouvoir, on a constaté qu'il y avait des groupes thermiques, comme la question qui était là tout à l'heure, des groupes thermiques qui étaient en panne. On s'est dit le bateau faisait 110 MW. Les groupes thermiques en panne qui appartiennent à EDG, on s'est dit mais on peut réhabiliter ces groupes thermiques. L'ensemble des groupes thermiques qui étaient en panne avait une capacité de 127 MW. Si je me trompe de chiffre. Tu as 110 en apport. Et les 110 qui étaient là aussi, ce n'est pas les 110 qu'on prenait. DNE, tu peux me rectifier, hein? Ce n'est pas les 110 qu'on prenait. Donc on dit on va réhabiliter les groupes. On a réhabilité les groupes thermiques. Des groupes qui étaient en panne, qui ont été réhabilités, qui avaient à peu près la même capacité que le bateau qui était là. Pourquoi tu gardes le bateau? Donc on s'est dit, voilà, aujourd'hui on a réhabilité les groupes, il faut libérer le bateau. Le bateau a été libéré. Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas que non, on était contre le bateau, non. On avait des éléments sous la main qu'on pouvait réhabiliter. On s'est dit, réhabilitons-les. Quand on les réhabilite, on va essayer d'avancer. On les a réhabilités. Et on a dit au bateau, partez. Et le bateau est parti en quelle année? Le bateau est parti presque en 2022. Mais presque en 2023, on n'avait pas cette crise dans l'électricité. Donc ce n'est pas que le bateau soit parti qui nous a créé ce problème. Non. Ça n'a rien... Oui. D'accord. Par rapport d'abord à quand je prends la première question en ce qui concerne l'électricité, si peut-être vous suivez les communications du département, il y a un vaste programme de migration aujourd'hui vers une transition énergétique. Par exemple, à date, pour preuve, on vient de signer un contrat sur Kankan, sur Sigiri, sur Kouroussa, avec des centrales solaires. Kankan 50 MW, Kouroussa 30 et Sigiri 30. Il y a aussi un projet, le projet de Vinci, 40 MW, je pense ce matin, qui va sortir des finances et qui va être ratifié par le CNT. C'est 40 MW dans la zone de l'INSAN. On a 2 autres projets thermiques aussi. L'objectif de cette année, c'est d'avoir au moins d'ici, nous sommes au mois d'août, de juillet, c'est d'avoir dans les 12 mois au moins une puissance estimée à 250 MW en thermique. Ça, c'est l'objectif. Et pour ce qui est DDG, bon, les centrales thermiques aussi, oui. On est en train de travailler avec des partenaires pour avoir des centrales thermiques qui vont considérablement accompagner l'hydraulique à faire face à la demande. La demande, ça augmente tous les jours. Il ne faut pas aussi écarter, tout à l'heure quand j'expliquais, il ne faut pas écarter que on parle de l'eau, oui. On parle de l'explosion, oui. Mais il y a aussi la demande. La demande en électricité, l'année dernière et cette année, ce n'est pas la même chose. Et la demande en électricité l'année prochaine ne sera pas la même chose. Si cette année, à la pointe, on demande 638, l'année prochaine, ça ne sera pas 638. On ira au-delà. Concernant les mesures par rapport à EDG, on est vraiment en train de travailler là-dessus. La Banque mondiale a fait déjà un audit. Et si vous avez remarqué, le deuxième conseil des ministres qui s'est tenu, le chef de l'État a demandé de faire un audit du secteur de l'énergie. Et le travail a commencé déjà par le vérificateur général. L'audit, c'est à la fois les états généraux qui se sont déroulés l'année dernière. L'audit de la Banque mondiale, ça c'est un audit organisationnel. Mais cette fois-ci, on va combiner l'audit organisationnel et un audit financier, permettant de continuer à mettre en œuvre déjà les recommandations existantes. Mais à la fin, il faut qu'il y ait des structures qui puissent épauler EDG dans la commercialisation. On n'a pas d'autre choix. Ce qui a marché sur les autres, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, vous avez 2 structures. Vous avez celle qui transporte, qui produit, qui transporte, et vous avez celle qui fait l'exploitation. Tant que c'est nous qui sommes derrière en termes d'État, les gens pensent que
la plupart des services publics fournis par les EPA et les SA, que c'est gratuit. Je vous donne un exemple. À Madina, avant qu'on ait l'électricité, la plupart des gens payaient le courant. Il y avait des privés qui installaient des groupes à Madina. Chaque jour, c'était payé 15 000 ou 20 ou 10 000, je ne sais pas. La zone de l'Insan, pour ceux qui voyagent, l'Insan et Tamagali, la nuit, la journée, c'était l'Insan et le soir, la Tamagali. Mais quand vous venez à Tamagali la nuit, tout est électrifié. Mais avant, c'était des groupes thermiques qui étaient là, alimentés par du gasoil. Et chaque matin, ceux qui doivent recevoir l'électricité au niveau des cabarets ou des boutiques payaient un montant de 15 000. C'est comme la téléphonie aujourd'hui. Tu n'as pas de crédit, tu ne communiques pas. Moi, je prends un exemple. Mon garçon connaît des astuces sur Orange. Il te dit, ah, mais star, étoile, 100 combien là. Quand tu fais ça, tu vas consommer moins. Et quand tu fais ceci, tu peux avoir des passes aussi, des bonus de passes. Comme nous, on recharge peut-être 200 000, 300 000 dans la clé, on a du mal à savoir qu'il y a des avantages. Mais si tu as moins, forcément, tu cherches les avantages. Donc c'est comme l'électricité aujourd'hui. Ceux qui ont des compteurs, demandez à ceux qui ont posé des compteurs chez eux. Vous vous rendrez compte que ceux qui ont des compteurs payent moins le courant aujourd'hui que ceux qui sont au forfait. Oui, ceux qui ont des compteurs, qui ont posé des compteurs prépayés, c'est plus... En fait, le forfait avec EDG, c'est quoi? Le forfait, c'est du take or pay. C'est comme maintenant, là. La journée, tu n'as pas de courant. Il y a un délestage. Mais le forfait signifie que, qu'il y ait courant ou pas, tu payes. Mais si tu as un compteur, ce que tu consommes, c'est ce que tu payes. Malheureusement, nous tous, à l'époque, les compteurs ont été diabolisés. C'est comme l'assurance. L'assurance a été diabolisée. Rares sont aujourd'hui des gens qui vont construire un bâtiment R+2 ou R+1 qui vont assurer le bâtiment. Rares sont des gens qui achètent des véhicules aujourd'hui à 80 000 $ ou 100 000 $ qui vont aller assurer à tout risque la voiture. Moi, je vous donne un exemple. J'avais une Land Cruiser V8 que j'ai acheté à un moment donné, que j'ai donné à un ami. D'abord, avant de donner à mon ami, j'ai posé la question. On m'a dit que l'assurance, pour moi, l'assurance, tout risque, ça coûtait cher. J'ai demandé par an, c'est combien? On m'a dit 27 millions. Non, 17 millions. 17 à 19 millions. J'ai vu le prix de la voiture. Je me suis dit, ah, le véhicule là, c'est aux alentours de 50 000 $. Mais on me dit que si je paye 17 millions ou 19 millions, quand il y a un accident, si je ne veux pas, ils vont remplacer. J'ai pris le risque. J'ai pris l'assurance tout risque. Et j'ai remis le véhicule à quelqu'un qui allait faire un accident. Ils ont remplacé mon véhicule. J'aurais pu dépenser plus. Certes, les gens se disent, ah, si je ne fais pas d'accident dans une année, mais 17 millions vont partir. Mais c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. C'est un risque. C'est pour ça qu'on dit risque. Donc, ceux qui ont des compteurs, moi, on essaye d'amener les gens, de sensibiliser les gens, même si EDG ne vient pas vers les citoyens, mais ça à eux d'aller vers les compteurs. Ça permet d'éduquer. Vous voyez aujourd'hui, la seule manière pour les gens de montrer qu'ils ont le courant, c'est quand l'ampoule est allumée. Malheureusement. Toute la journée, les ampoules sont allumées. Alors qu'en termes de sensibilisation seulement, je peux vous dire que si tout le monde éteint son ampoule de dehors, je ne parle pas de l'intérieur, je parle seulement de dehors. Si tout le monde à Conakry éteint son ampoule de dehors pendant la journée, on peut avoir au minimum 15 à 20 mégawatts. Ça veut dire que des quartiers qui n'ont pas le courant pendant la journée, on peut faire une extension au niveau de certains départs. Et franchement, on est dans la solution et je peux vous dire qu'on est dans la solution, 3 types de solutions. Des solutions à très très court terme, des solutions à long terme, à moyen terme et à long terme. Et aujourd'hui, nous préférons travailler et surprendre en apportant cette solution. Ça peut être dans quelques semaines, ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, mais on n'ira pas dans ça. Ce qui est sûr et certain, nous sommes dans la solution, on est en train de travailler là-dessus. Ça, c'est un. Et concernant les programmes de délestage d'EDG, quand vous prenez EDG aujourd'hui, vous prenez la SEG, la situation de ces deux entreprises, moi personnellement, quand les gens me disent que EDG ne fait pas ça, EDG ne fait pas ceci, ça m'étonne. Parce que nous savons tous, EDG est composé, comment EDG est structuré. Et ça demande assez de courage pour procéder à des réformes. Vous vous souviendrez qu'il y a à peine 2 ans ou 3 ans, quand on a voulu mettre des compteurs à Kaloum ici, les femmes sont sorties. Après, on a demandé d'arrêter la mise des compteurs. Nous héritons d'une situation où, si on ne trouve pas de solutions maintenant, ça va être difficile de trouver des solutions. Parce que nous ne sommes pas des politiciens. C'est le politique, quand il veut poser un compteur à Kindia, il calcule le nombre de voix qu'il va perdre à Kindia. Mais aujourd'hui, nous devons apporter des réformes difficiles qui ne tiennent compte d'aucun calcul électoral. Et ces réformes, il faut le faire. Il faut être courageux pour les mener. Il faut restructurer EDG. J'ai dit à l'entame, quelle que soit la solution d'énergie
énergétique qu'on apportera en termes d'apport en énergie, si on ne travaille pas sur la gestion, ça n'aboutira à rien. Et sur ce volet, je peux vous rassurer que nous sommes en train de travailler là-dessus. Moi, je vis dans le quartier et c'est une confidence que je vous fais. Si aujourd'hui, par endroit, il y a ce délestage respecté, le directeur par intérim DDG peut témoigner. À 21 heures, moi, je prends un véhicule banalisé, je sors pour aller dans les quartiers pour constater le respect du délestage. Parfois, il arrive que je viens, je trouve que dans le quartier là, il n'y a pas de courant. J'appelle, je dis non. Il a été dit qu'à 22 heures ou à minuit, à 18 heures, ces quartiers doivent avoir l'eau. Et après, vous vous rendez compte que dans le quartier, c'est un fusible d'un transformateur qui est en panne. On appelle l'agent de zone pour venir réparer. C'est un peu compliqué. Quand je dis que la gestion de l'électricité doit être transversale, c'est à ce niveau. Quand vous prenez aujourd'hui les élus locaux, quels sont les rapports entre la collectivité et EDG? C'est quoi les rapports entre la collectivité et EDG? C'est quoi les rapports entre même la maison des jeunes et EDG? C'est quoi les rapports entre l'association des consommateurs et EDG? Généralement, c'est quand il y a des problèmes que les gens se retrouvent pour jouer aux sapeurs-pompiers, pour comprendre ce qui ne va pas. Alors que la norme voudrait qu'on puisse anticiper les problèmes. Il faut anticiper les problèmes. Un chef de quartier qui n'a pas une très bonne relation au secteur, une très bonne relation avec un agent de zone DDG, le responsable de l'agence DDG dans son secteur, ça pose un problème. L'union des consommateurs qui n'a pas accès à SOAPITIC, à l'État, qui n'a pas accès aux infrastructures DDG pour comprendre les difficultés et relayer à la population, il y a un problème. Mais tout à l'heure, j'expliquais avec mon collègue qui est membre du conseil d'administration de la SEC, je l'expliquais. Je lui ai dit que quand la crise a commencé, c'est un exemple, il n'y a pas de barrière entre nous. Je peux considérer que c'est un ami. Mais c'est aujourd'hui l'adjoint du président de l'Union des consommateurs. C'est ça, non? Mais ça fait 2 mois que nous sommes dans la crise. C'est mon ami, c'est mon frère. Mais il ne m'a jamais appelé pour me poser la question, qu'est-ce qui ne va pas, monsieur le ministre? Mais je voyais quand même les publications de son patron sur les réseaux sociaux, qui communique comme un communicant. Je suis même allé un jour attaquer une de ses publications pour dire, tu connais mon numéro, tu sais où me trouver, mais je pense que tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu dois venir vers moi, on va échanger afin que tu aies les bonnes informations. Je dis souvent ça aussi aux amis qui sont dans la presse. Un exemple, ce n'est pas parce que Monument est là, mais à chaque fois que Monument veut publier quelque chose, il veut retracer les informations, si c'est sur l'électricité, je travaille à la SEG avec lui. Il est venu me voir, il m'a demandé ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Je donne les informations, ça vient de l'autorité et il publie. Mais lorsque celui qui est censé fournir l'information écrit, ah j'aurais appris que, ça pose un problème. Et les critiques sur l'ensemble de la communication, les gens doivent comprendre que ça fait du bien. Si elles ne sont pas, si ce n'est pas des critiques toxiques, si ce n'est pas des critiques déplacées, si ce n'est pas des critiques où on porte à l'atteinte de la dignité des gens, où on insulte des personnes âgées, mais c'est normal. Quand les gens attendent quelque chose d'un secteur, d'un État, c'est là où les gens critiquent. À chaque fois que vous avez votre épouse à la maison, qui se plaint à tout moment, c'est qu'il y a de l'amour encore. Dès que la femme arrête de se plaindre, c'est terminé. Elle va partir. Mais si chaque 2 heures de temps, elle t'appelle pour te dire, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, tu es où? Il est quelle heure? Tu es où encore? Tu es dans l'embouteillage. Et jusqu'à présent, c'est qu'il y a de l'amour. Mais si tu sors le matin, jusqu'à 22 heures, il n'y a aucun appel. Quand tu rentres, on te demande, tu viens d'arriver. Ça veut dire que derrière, il y a une autre préoccupation. Donc, quand les gens se plaignent, c'est normal, c'est de leur droit de demander. Notre responsabilité, c'est d'apporter des solutions en tant que pouvoir public. Et vu que ça a été clairement dit à tout le monde que cette transition, elle est d'abord sociale, économique, ensuite politique. C'est la raison pour laquelle que nous voulons que vous nous accompagniez à sensibiliser. Mais nous ne sommes pas en train de réfléchir. Nous sommes dans la solution. Au moment où je vous parle, on est en train de travailler. Je vous le dis encore une fois, nous sommes dans la solution. On ne veut pas l'interférence de sorciers dans nos solutions. Nous sommes dans la solution. Les solutions viendront bien avant. On ne compte pas sur la pluie pour que ces solutions soient là. Nous sommes actuellement dans les solutions. Vous savez, quand une crise se présente, pour apporter des solutions rapides et urgentes, ça demande parfois des arbitrages budgétaires. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on veut apporter tout de suite une solution, mais il faut couper sur des lignes budgétaires, vu le coût que cela requiert. Et si ça trouve que le ministère de l'Industrie avait prévu de construire une usine de ciment ou une usine de
de transformation du riz à tel endroit, il a commencé à faire ce travail. Il faut aller chercher de l'argent au niveau, il faut couper, il faut qu'il y ait des coupes budgétaires. Parce que la solution qui est là, elle est urgente, elle est sociale, il faut l'apporter. Tout ce que je peux vous dire, nos solutions n'ont rien à voir avec l'apport d'eau des barrages de riz. Nos solutions viendront bien avant. Ça, je peux vous rassurer. Deuxièmement, vous avez posé la question sur les dettes. Voilà. On est à Soapiti. Aujourd'hui, il faut reconnaître que depuis 2021, la facture de 2021, c'est aux alentours de 20, 21, c'est des centaines de millions. Mais est-ce qu'un seul moment, ils ont arrêté la production parce que l'État ne paie pas l'argent? J'entends ça souvent. J'entends cette communication pour dire que les entreprises publiques et privées qui donnent de l'électricité, si on est en crise aujourd'hui, c'est parce qu'on doit suffisamment d'argent aux gens et c'est à cause de ça qu'ils ont arrêté de produire. C'est archi faux. Ça n'a absolument rien à voir. Les États savent comment travailler. Nous savons comment on coopère avec nos partenaires de CEW. Et on sait qu'ils ont été suffisamment patients. Ils sont dans la dynamique d'accompagner la Guinée à sortir de cette crise. Mais en aucun cas, aujourd'hui, je peux vous rassurer que soit la centrale de Tepawa, qui est à la tannerie, aujourd'hui, n'a une seule fois dit on arrête de produire parce qu'on nous doit de l'argent. Ni Soapiti qu'à l'État qui disent on arrête de produire parce qu'on doit de l'argent. Ce n'est pas cette question. Comme je vous ai expliqué au départ, on fait face à deux situations. Cette situation de l'explosion qui a perturbé le fonctionnement des centrales thermiques et ensuite le changement climatique auquel nous faisons face. Certes, il y a la gestion des déchets qui constitue un autre problème. Mais à date, nous avons deux choix. Est-ce qu'il faut d'abord s'attaquer à redresser EDG ou il faut d'abord apporter l'énergie? On apporte de l'énergie et ensuite on s'attaque simultanément. Les deux vont de pair. Maintenant pour Kankan, non, les deux ne sont pas liés. À Kankan, c'est la ligne de l'EMVG qui quitte, comment on appelle, vers CNLG. C'est ça, non? Guinée-Mali. Donc c'est pratiquement le poste. C'est quel poste d'ailleurs là? C'est l'interconnexion. C'est à partir de la Côte d'Ivoire, on pourrait alimenter aussi la zone de Kankan et aussi le Mali. Ça n'a rien à voir avec la centrale solaire de 50 MW. Mais à Kankan aussi, il y a une autre bonne nouvelle. C'est le financement de la BID. Ça, c'est bouclé déjà. La BID prévoit construire à Kankan une centrale hybride, à la fois thermique et solaire, 40 MW. Et le conseil d'administration de la BID va statuer à partir du mois de septembre. Et pour avaliser ce projet, dès que c'est fait, normalement, les activités de la première pose de la première pierre doit démarrer à Kankan. Donc on a probablement à Kankan aujourd'hui l'interconnexion Guinée-Mali. On a les 50 MW de solaire qui arrivent, mais on a aussi le projet de la BID de 40 MW en cours. L'action de vos différents services ne soit pas souvent isolée. Preuve, en 2023, je suis sorti avec vous, n'est-ce pas? Nous avons planifié au courant de l'année 2023 de collaborer avec des services, l'association des consommateurs et l'union des consommateurs. Je ne sais pas, il y a un autre service là, il y a un autre gars là, un monsieur là, quoi Sidibé là, voilà. Même quand c'est noir, il dit que c'est bleu. Donc, effectivement, donc ça fait qu'on est sorti avec vous. On a fait le tour de la Haute-Guinée, on a fait le tour de la Moyenne-Guinée. On est rentré sur Conakry. C'était une activité planifiée. Nous sommes au mois de juillet. Je ne sais pas comment vos services travaillent, mais en temps normal, c'est nous qui gérons la politique énergétique. Que ce soit EDG ne va jamais augmenter la facture si l'État, ce n'est pas un arrêté conjoint. La SEC ne va jamais augmenter sa facture si ce n'est pas un arrêté conjoint. De vous à moi, quels sont nos rapports? Lorsque le président dit, je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Je lui ai laissé un message, il ne m'a pas répondu. Mais moi, je ne fais pas son travail. C'est lui qui est le président, ce n'est pas moi qui suis élu, le président de l'Union des consommateurs. C'est lui qui est là. C'est à lui de jouer son rôle et c'est à nous de dire oui, l'Union des consommateurs, en termes politiques énergétiques, en termes politiques hydrauliques, peut nous apporter des solutions au niveau de la population. C'est quel type de solutions? Quel type de planification on peut mettre en place pour travailler ensemble? On intègre dans notre budget pour que, à telle période, et telle zone liée à la facturation, parce que si les factures, les gens payent, posent des compteurs, ça fait l'affaire des services publics. Mais je vous ai dit que les compteurs ont été diabolisés. Ça, c'est depuis l'école. Dès que tu parles de compteurs, tout le monde fuit. Dès que tu parles de compteurs, chacun fuit. On ne veut pas les compteurs. À chaque fois que je suis interpellé parfois, moi personnellement, je vois des factures de EDG, je suis au forfait, je vois ce mois-là, c'est 3 400 000. Le mois prochain, c'est 6 800 000. L'autre mois, c'est 5 400 000. Parfois, tu as l'impression, c'est vrai ce que je dis, parfois tu as l'impression que le gars qui fait la facturation, il est contre toi. Mais sauf que, pour éviter tout ça, va poser ton compteur. C'est pas compliqué. On te dit que tu as la possibilité d'être au forfait.
Il peut y avoir des erreurs liées au logiciel. Disons-nous, la vérité elle est très simple. On refuse de voir la vérité en face. À des moments donnés ici, les services ont facturé, que ce soit la SEG ou EDG, on te facture en fonction du véhicule que tu conduis ou de la maison que tu habites. Monument est là. À chaque fois quand moi je vois Monument à la télé, je le vois, c'est un journaliste. Il est dans une jolie avocate. Mais moi, je suis un agent de zone. Vous pensez que je vais le facturer à 100 000 francs? Je vais le facturer à 600 000 francs. Surtout que c'est au forfait. Mais on demande aux gens, l'éducation n'émane pas forcément du service public. L'éducation même émane des consommateurs qui prennent conscience de la situation, qui se disent non, stop, on veut un compteur pour équilibrer notre consommation. Donc là-dessus, on vous tend encore la main. Nos portes sont grandement ouvertes pour nous aider à intégrer ou à faciliter les réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre. Vous avez un grand rôle à jouer. Si on est là aujourd'hui, les médias vont parfois parler, c'est vrai. Les médias vont expliquer. Mais si quelqu'un n'aime pas un site, il dira « Ah non, il raconte des sottises ». Mais si l'un des consommateurs parle, c'est difficile qu'il dise « Ah non, il est corrompu ». Parce que ça, c'est des associations. Donc je pense qu'on a tout à gagner en collaborant ensemble. Nous vous tendons encore la main. Quand votre patron viendra, dites-lui que ma porte est grandement ouverte. C'est un grand frère à moi. On a eu de très bons rapports. Mais généralement, quand les gens ont des postes de responsabilité ici, certains considèrent qu'il se crée des barrières artificielles dans la tête, évitant de mettre ensemble cette collaboration naturelle. C'est comme ça en fait. C'est tout ce qui s'est passé. Sinon, c'est un grand frère avec qui j'ai de très bons rapports, avec qui nous voulons collaborer pour aller de l'avant à cette journée. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier les partenaires chinois. C'est bien vrai que vous avez posé une question tout à l'heure en fonction de... C'est notre collègue, il est où, qui a posé la question en fonction de l'amélioration. Je puis vous rassurer qu'il y a un plan déjà avec EDG et le ministère. Une commission tripartite mise en place. À chaque fois que le niveau, ils étaient à 150, c'était dans nos derniers calculs, c'était 150. Mais après, ils ont encore rehaussé un peu. Donc même ce soir-là, ils prennent le niveau d'eau. On ne veut juste pas abîmer le barrage pour atteindre un seuil critique. Mais tous les jours qui passent, ces gens-là sont dans la dynamique. Autant nous prions qu'il y ait beaucoup plus d'eau, ils sont dans cette même dynamique. Parce qu'ils ont compris qu'à date, l'hydroélectricité, tous les besoins énergétiques à peu près de la capitale reposent sur ces deux barrages, en particulier. Ce qui fait que quand il y a une amélioration, eux aussi, ils améliorent substantiellement. À chaque fois qu'il y a une amélioration, ils vont substantiellement. Donc, pour cette question-là, vous allez le constater que quand on aura de l'eau, avant-hier, c'était 180, non? Voilà, 185. Voilà, hier, 185. Donc, déjà, on était à 150, on est venu à 185. Mais je vous dis que les besoins, les gens, il faut intégrer les besoins. Je prends le cas de Bokeh et Labé. Quand il y a eu l'interconnexion à Bokeh ou à Labé, au début, Labé était à 3 MW, mais aujourd'hui, Labé est à plus de 20. Bokeh, c'est pareil. Nous, on se plaint à Conakry. Mais les gens de Labé, vous entendez des cris à Labé qu'il n'y a pas le courant? Pour ceux qui sont desservis, ils en ont. Bokeh, c'est pareil. Mais la demande augmente. Il y a eu une prolifération d'entreprises pendant ces 4 dernières années. Dès qu'il y a le courant, la demande augmente. Mais ça a été dit dans le schéma directeur que chaque année, il faut augmenter les infrastructures et la production. Quel est le chiffre en pourcentage? 9, hein? Oui. 13%. Voilà. Donc, on a un besoin qui a augmenté de 13%. Les investissements n'ont pas suivi. Vous voyez? Donc, vouloir nous faire porter ce chapeau, c'est selon ce que les gens vont penser. Mais nous héritons d'une situation où, aujourd'hui, on veut fondamentalement la solution, c'est vrai. Mais si on ne se donne pas le temps pour apporter la solution qu'il faut, elle sera une solution bricolée. Et l'année prochaine, on va retomber dans la même crise. C'est pour ça que nous ne voulons pas que la situation que nous traversons présentement, nous puissions la revivre l'année prochaine. Et pour ce faire, ça demande d'avoir des projets viables. Donc, je disais que je remerciais les collègues de Kaleta Swapiti